Donc voilà, c'est ça l'essence de notre manifestation ici. C'est justement pour dire non à l'Union européenne, non à la Belgique. On dit souvent que la malédiction du Congo, c'est son sol. Le Congo a le potentiel pour être probablement le pays le plus riche d'Afrique et probablement l'un des pays les plus riches du monde. Comme vous le savez, cela fait plus de 30 ans que le Congo vit un génocide. Le plus beau cadeau, c'est la liberté. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro avec le député fédéral, Monsieur Malik Benachour. Bonjour Monsieur Benachour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui. Monsieur Benachour est né à Verviers, père de 4 enfants. Il a grandi dans la cité sociale à Anzival, mais très tôt déjà, il développe une sensibilité pour des problèmes ou des situations, je dirais, telles que le racisme, l'injustice, la pauvreté et des conflits dans divers pays. Mais restez avec nous, il va nous expliquer tout ça en détail. Et si vous vous retrouvez sur notre chaîne pour la première fois, Parlement de Toi TV a pour but d'encourager à travers des différents témoignages, de promouvoir vos albums, vos entreprises et défendre vos idées. N'hésitez pas, vous êtes le bienvenu sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, prendre contact avec nous. Monsieur Benachour, je me retourne vers vous. Parlez-nous un petit peu de votre enfance, parce que très tôt déjà, à l'âge de 9-10 ans, vous développez une sensibilité pour des situations, comme je viens de le dire, telles que le racisme, l'injustice, la pauvreté, les conflits dans les pays, alors que à cet âge-là, le jeune de votre enfant, on va dire, à cette époque-là, s'intéresse plus aux jeux vidéo plutôt qu'aux problèmes d'adultes, si j'ai envie de dire comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ça si tôt, très tôt déjà? Rassurez-vous, quand j'avais 10 ans, je jouais aussi au foot, je roulais à vélo, je m'amusais, j'étais un enfant. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai été confronté à une image, je pense, qui m'a très profondément marqué et qui a, d'une manière un peu sensible, qui a éveillé ma conscience politique. Conscience politique au sens, pas des partis politiques, etc., mais du rapport au monde, du rapport aux autres, du rapport à la société. Et en effet, je devais avoir 10 ans et on était à l'époque de la première intifada en Palestine. Donc qui était la révolte des pierres. Donc c'était tous ces jeunes et ces parfois très jeunes enfants qui se révoltaient contre l'occupation israélienne et jetaient des pierres contre les tanks et contre les soldats israéliens. Et à l'époque, je me souviens que le JT de l'RTBF, que je regardais avec mes parents, avait diffusé cette image qui est devenue très célèbre d'un jeune gamin qui était à peine plus âgé que moi, il devait avoir peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui s'était fait attraper par des soldats. Et ces soldats l'avaient emmené dans les collines, l'avaient immobilisé. Il y en avait un qui lui tenait le bras et l'autre qui, avec une pierre, lui cassait les os. Et pour le punir de lancer des pierres. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que ce jour-là, je me suis dit, ok, moi, l'enfant innocent qui est très heureux dans ma cité, avec ma famille, etc., je vis dans un monde d'injustice. Et c'est pas normal. Et c'est pas bien. Et j'ai continué à m'intéresser à ce monde que je découvrais injuste. J'ai vu des films, notamment Couleur pourpre, par exemple, de Spielberg, sur la question de la ségrégation des Noirs aux États-Unis. J'ai vu le film Gandhi. Je me suis intéressé en effet aux questions de racisme, de pauvreté, etc., etc. Puis voilà, mon adolescence est arrivée. J'ai évolué dans une scène musicale très engagée politiquement. Donc voilà, tout ça a commencé à prendre forme. J'ai commencé à lire beaucoup. Et puis en effet, ma conscience politique s'est structurée. Elle s'est, je dirais, solidifiée, ancrée à gauche. Parce que, en effet,
mes valeurs cardinales depuis ce moment-là sont des valeurs de justice sociale, sont des valeurs d'égalité, et tout ça est né d'une forme de révolte et d'indignation contre, en effet, les injustices. Et puis voilà, j'ai fait mon parcours, j'ai fait mes études à l'université, et puis je me suis lancé en politique, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais à la fin donc vous avez rejoint l'université de Liège en 1997, et à la fin de vos études, et là en fait vous refaites encore un 2A en relations internationales et européennes. Mais à la fin, encore une fois de plus de votre cycle, vous choisissez comme thème pour votre mémoire les problématiques des réfugiés palestiniens. De nouveau, en fait, on retrouve ce qui vous a un petit peu motivé, pas un petit peu, ce qui vous a, je dirais, même influencé à faire ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi seulement vous avez choisi le Palestine, en fait? C'était toujours par rapport aux jeunes que vous avez vus? En fait, je pense que si je suis là où je suis aujourd'hui, ou plutôt les racines de mon engagement politique sont là-bas, sont nées à ce moment-là. Et puis il y a tout ce parcours qui m'a éveillé encore à plein d'autres choses. Et alors, je devais être en 5e secondaire, donc je devais avoir 17 ans. J'ai été ici plus loin, à 20 mètres d'ici, à la bibliothèque de Verviers, et j'ai emprunté 2 livres. Il y avait un livre de Nietzsche, Ainsi par les Zarathustra, et il y avait un livre de Marx, Le Capital. Et je suis rentré chez moi parce qu'en fait j'étais tombé dans les affaires de mon père. Mon père est tunisien, il a fait le bac en Tunisie et il avait ce manuel de philo pour passer le bac philo. Et j'avais feuilleté, j'avais lu, ça m'avait intéressé. Donc j'avais été à la bibliothèque, j'avais pris ces 2 livres-là que j'avais lus, mais sans rien y comprendre. Okay. Je n'y comprenais rien, mais en même temps ça me fascinait. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose, je dois comprendre, je veux creuser. Et donc, j'ai choisi, pour comprendre ces 2 livres, de faire mes études de philosophie. Donc, il n'y avait pas de projet professionnel derrière, je n'ai pas réfléchi en fonction des débouchés. Je voulais juste accumuler du savoir et comprendre, enfin, avoir un maximum d'outils pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Et donc, j'ai fait ma licence de philo. Et j'ai fait un mémoire sur Nietzsche, et puis j'ai fait mon DEA de relations internationales. Et en effet, cette question palestinienne qui m'a toujours animé, depuis toujours, et qui m'a accompagné comme le symbole des injustices qui frappaient le monde, d'une certaine manière. J'y suis revenu dans un mémoire que j'ai consacré en effet à la question des réfugiés palestiniens, qui est un des gros enjeux pour construire la paix dans cette région. Et puis après ce DEA de relations internationales, j'ai refait un DEA de philo à Paris. Alors j'ai été à la Sorbonne parce que je suis revenu à Nietzsche, qui est un auteur qui a beaucoup compté pour moi, et en effet un des principaux ou un des meilleurs spécialistes francophones de Nietzsche enseignait à la Sorbonne là-bas, donc j'ai été faire mon DEA avec lui. D'accord. Et ici, en fait, quand vous parlez de Nietzsche, c'est l'un de vos auteurs préférés. Ça, je pense qu'on l'a compris, puisque vous l'avez choisi 2 fois. Mais qu'est-ce qui vous marque le plus, en fait, quand vous parlez de lui, quand vous lisez, parce que 2 fois vous le choisissez, vous auriez pu faire une fois à lui et une fois à notre écrivain, mais pourquoi lui? Est-ce que c'est comme un mentor? D'abord, c'est un philosophe qui a marqué de manière très profonde l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée. Il est considéré comme un point de bascule, un point de rupture qui a permis à la philosophie du XXe siècle, notamment à la pensée postmoderne, etc., de se déployer. Et c'est un auteur qui donne des outils conceptuels très puissants pour déconstruire le monde dans lequel on vit. Et cette déconstruction permet évidemment, ouvre les possibilités pour imaginer un autre monde. Et voilà. En synthèse, c'est ça. On pourrait rentrer plus en détail, mais je ne vais pas non plus ennuyer vos auditeurs. Mais le principe, c'est celui-là. C'est un philosophe qui a créé une rupture profonde dans l'histoire de la pensée et qui a ouvert en fait un champ nouveau, une pensée nouvelle, quoi. Ok, d'accord. Mais si on retourne un petit peu
concernant votre travail pour le peuple palestinien. Maintenant, dans votre position, vous investissez beaucoup plus qu'avant, et si oui, et qu'est-ce que vous faites justement pour apporter ce changement-là justement? Sur la question palestinienne, j'ai toujours, là où j'étais, essayé de faire ce que je pouvais. Maintenant, en effet, en tant que député fédéral, j'ai des leviers beaucoup plus importants que je n'ai jamais eu avant pour mettre la question palestinienne à l'agenda du Parlement, pour faire bouger les lignes, pour faire pression sur le gouvernement pour que la Belgique soit positionnée, je dirais, du bon côté de l'histoire. Et donc, en effet, voilà, ayant ces outils à ma disposition, je les utilise au maximum parce qu'en effet, je pense que cette cause palestinienne est devenue un marqueur. C'est devenu un enjeu qui dépasse, je dirais, le conflit lui-même. La question palestinienne, elle est universelle. Et quand on est engagé pour la libération du peuple palestinien, nécessairement, on a aussi une sensibilité pour tous ces peuples qui sont opprimés ailleurs dans le monde. Le drapeau palestinien est le symbole de la lutte pour tous les peuples, en réalité, qui sont opprimés. Que ce soit les Congolais dans l'Est, que ce soit au Soudan, au Yémen, en Syrie, en Ukraine, voilà, partout où des peuples sont écrasés par des forces qui cherchent à les dominer, le drapeau palestinien peut être brandi. Exactement, et le combat reste exactement le même, c'est la liberté des peuples, que les enfants puissent ne plus être confrontés à ce que vous avez vu, en tout cas, ces soirs-là, dans les journaux télévisés. Exactement. En tout cas, continuez comme ça, on espère vraiment qu'à la fin, le travail que vous faites, le travail acharné, finira par payer et que nos enfants, voire nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants pourront enfin vivre dans un monde meilleur, on l'espère. C'est ça, le but c'est de construire un monde plus juste pour tout le monde, avec un principe. Moi je suis socialiste. Les socialistes ont dans leur ADN une idée qui s'appelle l'internationalisme. L'internationalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solidarité que j'ai à l'égard de celui qui souffre près de moi, je l'ai aussi à l'égard de celui qui souffre loin de moi. C'est le principe d'internationalisme. On est solidaire, quelle que soit la distance qui nous sépare. Et donc, en effet, cette cause palestinienne incarne bien cette idée d'internationalisme qu'on défend en tant que socialiste. Exactement, et c'est des bonnes valeurs. Voilà. Et on va un peu parler de vous. En 2006, vous vous présentez pour la première fois dans la liste du PS. Et là, tout de suite après, vous êtes élu au conseil communal de Verviers. Mais ce poste vous a apporté quoi réellement? Je ne parle pas de l'aspect financier, mais je parle vraiment humainement parlant. Qu'est-ce que ce poste... parce que financièrement, ça n'apporte pas grand-chose. Conseil communal... C'était vraiment pas du tout. C'est pour ça que je précise bien. Je ne parle pas financièrement, mais vraiment au niveau de valeur. Qu'est-ce que ce poste vous a apporté en siégeant au conseil communal de Verviers? Ça a d'abord été mon premier mandat électif. Donc c'est la première fois que j'ai pu représenter d'autres personnes que moi-même. C'était au conseil communal de Verviers où j'ai été élu en effet lors de ma première élection en 2006. Et ce que ça m'a apporté, c'est d'abord, comment dire, la possibilité de pouvoir agir, je dirais concrètement et directement pour les citoyens de ma ville et pour ma ville en général. Voilà. Donc j'ai tout de suite été très investi dans mon mandat. Et je considère d'ailleurs que le mandat local, pour tout élu, c'est un peu le mandat de base. Je pense que c'est un passage obligé, d'une certaine manière, pour les élus, quelle que soit leur responsabilité. Je pense que si on n'est pas passé, à un moment donné, par un mandat local, on est passé à côté de quelque chose. Et donc, moi j'ai longtemps été, et je le suis toujours d'ailleurs, je suis toujours conseiller communal depuis 2006, donc ça fera bientôt 20 ans. J'ai eu des fonctions exécutives aussi, j'ai été échevin pendant plusieurs années. Et le mandat local, il est important parce qu'en fait, il vous met en contact direct, quotidien, immédiat avec la population. Et il n'y a rien de plus riche que ça.
pour sentir un territoire, pour comprendre un territoire, pour aussi mesurer les difficultés qu'il y a à gérer un territoire, et particulièrement une ville comme celle de Verviers, il faut avoir des responsabilités au niveau communal. Donc ça a dû être une tâche plutôt facile puisque vous êtes vervétois et que vous deviez travailler pour le peuple vervétois. Alors du coup, c'est jamais facile en réalité parce qu'on peut vivre sur un territoire sans vraiment s'y investir, sans vraiment le comprendre, sans le connaître. Et Verviers est une ville complexe avec des enjeux qui sont difficiles. Et je pense que c'est par la gestion publique qu'on peut vraiment prendre la mesure de l'ampleur des défis, de l'ampleur des difficultés, et du coup qu'on peut mieux y répondre. D'accord. En tout cas, merci. Maintenant, en 2010, vous en avez parlé tout à l'heure, vous devenez le chefin de la ville de Verviers en 2010. Moi, ma question ici, j'aurais voulu vraiment savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste. Parce que c'est vrai que quand on voit échevin, bourgmestre, peu importe, on voit, comme je dis tout à l'heure, je ne parle pas de l'aspect financier, on voit déjà le sommet, mais vraiment les difficultés que vous rencontrez, les réalités du terrain que vous avez rencontrées pour pouvoir effectuer en tout cas votre mandat durant toute la période où vous avez été échevin. Donc moi j'ai d'abord exercé beaucoup de compétences différentes. En tant qu'échevin, puisque j'y suis resté plusieurs années. Donc j'ai été échevin de la mobilité, échevin du commerce, j'ai été échevin des travaux, j'ai été échevin des sports. J'ai vraiment eu beaucoup de compétences très différentes. Et d'énergie ? Oui, alors ça c'est au niveau communal, on va dire que c'est moins important. Par contre, je suis député membre de la commission énergie aujourd'hui, et ça a un impact beaucoup plus fort, mais j'ai eu beaucoup de compétences au niveau communal, avec souvent cette même difficulté liée, je dirais, aux dynamiques du territoire verviétois. Verviers, si on regarde bien, c'est un peu Bruxelles en miniature. Okay. C'est les mêmes dynamiques territoriales avec les mêmes défis. On a une ville qui compte plus de 110 nationalités différentes et un territoire qui est traversé par des fractures assez profondes. Et ces fractures-là, qui sont des fractures territoriales, elles sont aussi des fractures sociales. Donc ça veut dire qu'on a des quartiers plutôt de classe moyenne, voire des quartiers riches. Et puis dans la vallée, on a plutôt des quartiers pauvres et des quartiers populaires. Et la difficulté, c'est que le centre-ville ne joue plus depuis plusieurs années ce rôle de catalyseur, de lieu de rassemblement, je dirais, de lieu de rencontre de toutes les populations. Les populations, je dirais, de classe moyenne, voire de classe moyenne supérieure, voire aisée, fréquentent moins le centre-ville pour toute une série de raisons. Et donc le centre-ville n'est plus fréquenté, je caricature un petit peu évidemment, mais la tendance est celle-là, que par les gens qui habitent dans le centre-ville, en l'occurrence les gens plus pauvres. Et donc l'enjeu, ça a toujours été de refaire du centre-ville cette espèce de moteur de l'ensemble du tissu urbain. Et on a des difficultés évidemment par rapport à ça. Il y a un phénomène d'évasion commerciale, les commerces s'installent dans les périphéries, désertent les centres-villes, mais c'est un phénomène qui ne touche pas que Verviers, loin de là. Et puis évidemment, tout ça a été aggravé par les inondations de juillet 2021 qui ont en plus, je dirais, détruit les infrastructures, détruit le bâti, provoqué la fermeture de beaucoup de commerces. Et donc, le défi et les difficultés auxquelles j'ai été confronté sont liés à ça, sont liés aux dynamiques du territoire. On agit beaucoup, on a beaucoup de projets, etc. En tant qu'échevin du commerce, j'ai développé des tas et des tas de projets. J'étais très, très proactif sur la question de l'existence du commerce dans le centre-ville de Verviers. Mais voilà, on a beau agir, on a du mal à enrayer cette tendance qui fait souffrir en réalité la ville. Parce que le reste de la commune fonctionne plutôt bien. Et on vit plutôt bien à Verviers. J'ai encore rencontré quelqu'un qui arrivait de la région de Charleroi pour s'installer à Verviers, un avocat qui me dit « mais Verviers, c'est fabuleux, la qualité de vie est formidable ». Mais on a, je dirais, un cœur de ville qui souffre
Et l'enjeu de la politique communale, c'est de rétablir quelque part le statut et la situation de ce centre-ville qui était très rayonnant, très florissant il y a encore 20 ans. Moi je m'en souviens, 20 ou 30 ans, quand j'étais jeune, tout le monde venait en ville à Verviers le samedi pour faire ses achats, passer l'après-midi, un après-midi agréable, un peu comme on allait à Liège il y a quelques années pour se promener et passer son après-midi. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de bien nous expliquer tout ça. Nous arrivons à la fin de notre interview, mais juste avant de pouvoir clôturer, est-ce que vous savez nous dire un peu plus par rapport à la marche que vous allez aller tout à l'heure? Oui, on sait que c'est pour le Congo, mais comment est-ce que ça va se passer? Si vous savez déjà nous dire un peu plus par rapport à ça, juste avant que nous puissions clôturer. Je ne suis pas organisateur, donc je vais participer à cette marche par solidarité, je le ferai avec beaucoup de conviction. Elle part du quartier de la Gare et elle terminera en cortège sur la place du marché, ici devant l'hôtel de ville. J'espère qu'il y aura du monde, parce que c'est une cause qui est aussi très importante. Ce qui se passe dans l'est du Congo est grave à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre un peu invisible, méconnue, qui a fait des millions de morts depuis 30 ans, un peu dans l'indifférence générale. Et ça, c'est profondément injuste, avec pour moteur la convoitise des minerais du Congo. Voilà, on a des puissances étrangères avec la complicité de gens qui parfois sont corrompus et partagent quelque part le gâteau du côté congolais. Et ce sont les civils qui payent le prix très fort. Donc voilà, il y a des massacres qui sont vraiment insoutenables de millions de personnes, beaucoup de personnes déplacées aussi dans des conditions terribles. Et donc cette manifestation, et je pense qu'il y en a une à Liège au même moment, elle a pour but de braquer les projecteurs aussi sur la situation sur place, en espérant qu'elle puisse, que tout ça puisse s'arrêter, mais bon, l'issue est incertaine et voilà, malheureusement, les solutions ne sont pas évidentes. Exactement. Ben, on espère en tout cas qu'il y aura du monde et on verra, on va essayer de faire entendre nos voix. On sera là en tout cas. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus que j'aurais oublié de vous poser une question ou un petit mot? Vos questions étaient très intéressantes et j'ai apprécié l'entretien. Donc je vous remercie. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci beaucoup Dominique. Merci chers amis, d'être présents malgré le temps un peu capricieux. On dit souvent que la malédiction du Congo, c'est son sol. Le Congo a le potentiel pour être probablement le pays le plus riche d'Afrique et probablement l'un des pays les plus riches du monde. La corruption et la convoitise des pays voisins ont créé les conditions d'un conflit qui est profondément injuste. Tous les conflits sont injustes, mais celui-là est profondément injuste pour plusieurs raisons. D'abord par l'ampleur de ces victimes, qui se comptent en effet en millions, des millions de morts et des millions de déplacés depuis 30 ans. Injuste parce que ces massacres sont commis dans l'indifférence générale et dans une forme d'impunité. On connaît les responsables, les rapports des Nations Unies et des rapports des États-Unis pointent la responsabilité certaine du Rwanda. Et aujourd'hui, il est temps de pouvoir nommer les responsables, mais en plus de ça, de leur demander de rendre des comptes. Aujourd'hui, l'impunité dans l'Est doit cesser immédiatement et il faut pouvoir demander au président rwandais de rendre des comptes et de payer pour les crimes que le Rwanda commet dans l'Est du Congo.
L'Union européenne vient de signer un accord d'association avec le Rwanda pour l'exploitation des minerais. C'est quelque chose de proprement scandaleux que nous avons dénoncé et que nous continuerons à dénoncer. Le combat est long, le combat est difficile, mais le combat est juste. Et donc je suis très heureux que nous soyons si nombreux aujourd'hui pour marcher ensemble et montrer ou expliquer ou mettre en lumière devant la population verviétoise la tragédie qui frappe le Congo depuis 30 ans. Je vous remercie. À l'Est, où des personnes sont tuées, sont déplacées en toute impunité, avec la complicité et le silence de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas nier que la RDC est victime de ses ressources naturelles, victime de ces minerais qui nous servent à tous, pour nos téléphones, pour nos ordinateurs et j'en passe. À l'instant même où nous parlons et où nous nous apprêtons à aller marcher, il y a des femmes qui sont violées à l'est de la RDC. Je tenais par la même occasion à vous annoncer que je suis candidate aux élections européennes pour le Parti socialiste à la 5e place dans la liste conduite par Elio Di Rupo. Je me présente pour défendre toutes les personnes, toutes les causes que l'on ne voit pas assez, notamment ce qui se passe à la RDC. Car cela passe par l'Europe. Beaucoup de décisions sont prises au niveau européen et nous devons défendre les droits humains. Nous devons continuer à dénoncer. Certains diront que manifester ne sert à rien, mais moi je crois en la force de l'humanité. Je crois en la force de la solidarité. Et si on a réussi aujourd'hui à regrouper toutes ces personnes pour marcher concernant le Congo, alors c'est qu'il y a encore de l'espoir. Je vous remercie, je remercie les organisateurs et battons-nous encore ensemble. Donc voilà, c'est ça l'essence de notre manifestation ici. C'est justement pour dire non à l'Union européenne, non à la Belgique, non à ce soutien-là que vous soutenez le Rwanda pour tuer nos frères, nos femmes, nos enfants, tout le monde qui sont en train de subir actuellement toutes sortes de misères, seulement à cause de nos richesses. On n'a pas demandé à Dieu de nous donner ça. On est grandi avec ça, on est né avec ça. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous donner ça. Donc, on n'a pas le droit de subir ce qu'on a de subir maintenant. C'est tout ce qu'il a demandé. Union européenne, Belgique, surtout, je parle de Belgique parce qu'on vit en Belgique, et Union européenne, vous devez arrêter de soutenir les assassins, les gens qui tuent, les gens qui détruisent. Vous devez arrêter. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Parle-moi de toi TV est votre chaîne. Qui est mieux placé que vous pour parler de vous ou de votre histoire? C'est vous-même. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez des idées à défendre, une entreprise à promouvoir ou tout simplement un témoignage à donner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de Parlement de toi TV. Une très très bonne fin de journée. À bientôt. Shalom à vous, je suis Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi, TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit pour pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu.